Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, un centre d'analyse économique au service des entreprises. Bonjour Denis Ferrand. Bonjour. Bon allez, le chiffre il éclate là, 164 milliards d'euros de déficit du commerce extérieur français. On s'y attendait ? On s'y attendait. On s'y attendait en raison de la crise de l'énergie. La crise de l'énergie, c'est un renchérissement du prix de vos importations. Donc, nécessairement, quand vous ne maîtrisez pas votre destin énergétique, acheter une énergie qui vous coûte plus cher, ça vous dégrade le commerce extérieur. 164 milliards, il faut aussi le regarder par rapport à ce que cela était en 2021. On a doublé. Un doublement. On a doublé le montant de notre déficit extérieur en l'espace d'une année. Dû à 80% donc à l'augmentation des matières premières, en particulier énergétiques, c'est ça ? Voilà, c'est principalement les matières premières, mais il y a aussi, du point de vue de l'énergie, un phénomène qui est très particulier au cours de l'année 2022, c'est que structurellement, la France était une économie exportatrice d'électricité. Or, compte tenu de l'arrêt de nos centrales nucléaires pour les problèmes de corrosion sous contrainte, eh bien, il y a eu des importations en 2022 d'électricité sur le territoire. Donc, double mauvaise nouvelle. Voilà, c'est la double mauvaise nouvelle. Donc, vous voyez, l'énergie, ça n'est pas qu'un prix des matières premières, c'est aussi une capacité à produire ce que l'on avait en termes d'énergie. Mais ça, c'est vrai que c'est le gros élément conjoncturel qui a joué sur 2022. Voilà, sur notre absence de capacité à produire de l'électricité, on est d'accord, c'est conjoncturel. En revanche, c'est chronique, nos déficits commerciaux. Je crois que l'excédent, le dernier, c'est 2002, c'est ça ? 2003. Oui, 2003. d'accord. Mais Okay. effectivement, cela fait 20 ans. Ouais. 20 ans d'accumulation de déficit extérieur. Et surtout, c'est révélateur. Alors, bien entendu, il y a les mouvements erratiques de cours des matières premières. Ça, c'est un élément qui est déterminant. Mais c'est surtout révélateur de la perte de substance industrielle qu'il y a dans le territoire, de la perte de compétitivité que l'on a subie. Et une perte de compétitivité qui est très spécifique à la France, parce qu'elle n'est pas du tout de la même ampleur dans les autres pays européens. Un indicateur que l'on suit beaucoup à Rexecode, c'est un indicateur qui consiste à rapprocher la masse des exportations faites depuis la France par rapport à celles qui sont faites depuis l'ensemble des pays de la zone euro. Donc des économies qui travaillent dans la même monnaie. Il n'y a pas un phénomène de taux de change qui va perturber les évolutions des exportations. Eh bien, quand on fait ce rapport, on était à 17%. Les exportations françaises, c'était 17% des exportations de la zone euro, toutes destinations confondues. On est désormais rendu à 12%. Donc on voit bien que derrière les phénomènes très fondamentaux, et vous faites bien d'insister sur le fait que c'est depuis 2003 qu'on ne voit pas d'excédent, derrière cette trace profonde, il y a un vrai problème de substance économique. Bon, pourtant, il y a des secteurs qui marchent. Qui sont positivement en exportation, notamment, c'est hélas les secteurs traditionnels, on revient au même, l'aéronautique, le spatial, le luxe. Et l'agri-agro. Donc eux, ils se maintiennent, ces secteurs, sur ces dernières années, où là aussi, il faudra faire attention. Effectivement, non, ils se maintiennent. Alors, l'agroalimentaire a quand même plutôt une tendance à l'érosion. Ah, quand même. En fait, un indicateur que l'on aime bien regarder aussi, c'est celui qui consiste à rapprocher la masse de nos importations par catégorie de produits par rapport aux exportations que l'on fait. C'est ce que l'on appelle un taux de couverture. C'est-à-dire combien est-ce que j'exporte au regard de ce que j'importe. Et en fait, ce ratio, il était de 100%. En 2004, on est passé à 84% pour ce qui concerne les produits industriels. Donc, il y a vraiment cette illustration que j'ai de moins en moins à proposer au marché mondial quand moi-même je sollicite le marché mondial pour satisfaire mes propres besoins. Sur l'agriculture, sur l'agroalimentaire, on est encore en taux de couverture qui est positif. Mais celui-ci a eu tendance plutôt à s'éroder au cours des dernières années. D'accord. Donc, sur les services, on est bon. Alors, sur les services... Alors, qu'est-ce qu'on appelle les services, d'après vous ? Alors, les services, ça représente... disons que sur 100 d'exportation, pour ce qui concerne la France, on va exporter 80 en biens et 20 en services. Les échanges de services, c'est le fait que des touristes qui viennent sur votre territoire, c'est de l'exportation de services touristiques. D'accord. Donc ça, ce sont des recettes. Vous avez des services de communication. Quand France 24 vend des programmes dans le monde, eh bien, c'est une exportation de services que l'on effectue. Mais vous avez aussi tout ce qui va concerner, par exemple, le fret, tout ce qui est les services de transport. Et c'est là qu'il y a eu une divine surprise
en 2021 et en 2022, c'est que la France dispose d'un des principaux acteurs du fret maritime, CMA-CGM, et avec l'explosion des prix du fret maritime qui est intervenu en 2021 et 2022... c'est pas en volume. C'est en chiffre d'affaires. C'est en chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires a explosé du fait de l'augmentation des prix du fret qu'on connaît. Multiplié par 10 parfois. Exactement. Ouais. Et donc, vous avez eu un gonflement très important de l'excédent des services qui est intervenu de ce fait-là. Mais attention, le prix du fret, il a culminé en octobre et depuis, il a été divisé par 4. Parce que ralentissement économique mondial, et puis les containers sont désormais un petit peu plus au bon endroit, ce qui n'était pas le cas en sortie de pandémie, enfin en sortie de confinement. Il y avait eu des gros problèmes d'offres et de demandes et de localisation de containers. Maintenant, les choses se sont améliorées et donc les prix des fret maritimes ont reculé. Et donc, ce qui est de l'ordre de la divine surprise en 2021 et 2022 ne va pas forcément se reproduire en 2023. Je disais chronique depuis une vingtaine d'années ce déficit. Est-ce qu'on en prend conscience aujourd'hui particulièrement ou est-ce que ça veut dire que pendant des années, on s'en est satisfait ? Je pense qu'il y a eu un peu comme l'idée que c'était pas grave d'avoir du déficit extérieur. Parce que, en fait, pourquoi est-ce qu'un déficit extérieur, c'est grave ? Quand on pilote sa propre monnaie, si vous êtes tout le temps en déficit extérieur, ça veut dire que vous avez une sorte de reconnaissance de dette vis-à-vis de ceux qui vous apportent des produits. C'est-à-dire que j'ai pas grand-chose à vous donner. En tout cas, j'ai moins à vous donner que ce que vous m'apportez. Et donc, ce faisant, je vais vous payer avec de l'endettement. Et donc, si vous êtes une économie qui pilote sa propre monnaie, au bout d'un moment, on va se poser la question sur votre capacité à honorer vos engagements. Et donc, vous risquez d'avoir une dépréciation de la monnaie. Depuis le passage à l'euro, cette contrainte-là a disparu. Et c'est ça qui a amené pendant longtemps les économistes à se dire que... C'est pas grave. En fait, un déficit extérieur, c'est pas grave. On peut vivre avec. Eh bien non, parce que même dans la zone euro, on se rend compte que la substance économique, ça a de l'importance et que de toute façon, au bout d'un moment, faire tous ces 20 années que vous avez évoquées, ces 20 années consécutives de déficit extérieur, c'est une accumulation d'engagements que l'on a, d'engagements financiers que l'on a vis-à-vis de créanciers qui nous sont extérieurs. Et donc, un chiffre qui est très parlant, je trouve, qui s'appelle la position extérieure nette de la France. Alors, désolé pour le jargon, mais je vais essayer de détailler. La position extérieure nette, c'est la différence entre les créances, c'est-à-dire les titres que vous avez vis-à-vis de l'étranger, moins les engagements, donc la dette que vous avez vis-à-vis de l'étranger. Cette position extérieure nette, elle était créditrice pour la France en 2000, quand on était encore en excédent, ça a représenté 5% du PIB. Et là, maintenant, elle est débitrice, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'engagements que l'on a de créances à hauteur de 35 points de PIB. C'est l'illustration du cumul passé des déficits extérieurs. Alors, comment on réagit déjà, en France? Est-ce qu'on réagit ? Oui, on réagit parce que le chiffre de 2022, il est très marquant. 164 milliards, ça vous fait 7 points du PIB, 7 points de la richesse créée chaque année. Donc, c'est un point qui est marquant, mais on n'a pas attendu ce chiffre-là pour, au moins dans le débat, réagir, mais également dans les politiques économiques. Le CICE, Crédit d'impôt, compétitivité et emploi, embarquait déjà cette préoccupation vis-à-vis de l'importance de ce qu'est le commerce extérieur. Donc, le CICE, qui avait été adopté en 2012 sous François Hollande. Vous voyez que... Il y a eu, je pense, justement au tournant des années 2010, un changement, une prise de conscience de ce que, à un moment, produire, ça compte. Ça compte pour une économie. Ajoutons là-dessus ce qui s'est passé pendant le Covid, les pénuries de masques, de respirateurs artificiels, enfin tout ce que l'on a connu pendant cette période quand même extrêmement compliquée, qui est venu révéler qu'à un moment, c'est bien d'avoir de la substance. Alors, ça ne concerne pas que la France. Bon, la France a un gros déficit. Mais j'ai regardé un peu les chiffres d'Eurostat et je vois qu'en fait, très peu de pays de l'Union européenne sont positifs. Il y a le Danemark, l'Estonie, l'Irlande, l'Autriche, la Finlande, la Suède et évidemment l'Allemagne. Pour autant, il y a un retour du protectionnisme américain, il y a le protectionnisme chinois. L'Europe veut réagir. D'après vous, comment doit-elle réagir ? Alors, déjà, là, sur les déficits, 2022 est quand même une année très particulière. Parce qu'en fait, quand vous prenez tous les pays européens, tous, depuis 10 ans, sont en situation excédentaire. Sauf la France. Et la France est le dernier pays qui, en dehors de 2022... des circonstances que l'on connaît, la France était le seul pays à avoir encore du déficit. Donc, ce qui fait que
la préoccupation en termes de capacité de production industrielle est beaucoup plus forte, en tout cas est beaucoup plus déterminante pour nous, qui sommes en retard par rapport aux autres. Alors c'est vrai qu'il y a des défis nouveaux. L'IRA, l'Inflation Reduction Act américaine, qui vient subventionner des investissements qui peuvent être faits sur le territoire américain dès lors qu'ils incorporent une dimension d'économie d'énergie. Plus des primes aux consommateurs. Plus des primes. Enfin, il y a tout un ensemble de dispositifs qui sont inclus aux États-Unis pour subventionner la production sur le territoire américain. La réponse que l'on a en Europe, elle se discute ces jours-ci à Bruxelles, au travers du Conseil européen. On sait bien qu'elle est très hésitante. On ne sait pas encore comment aborder ce problème parce que précisément, tous les pays européens ne sont pas logés à la même enseigne vis-à-vis des États-Unis. Les Allemands ont besoin de voir se garantir l'accès au marché américain. Quant à nous, on a plutôt, vis-à-vis des États-Unis, besoin d'importer en provenance des États-Unis à prix un peu moins élevé. C'est moins une question d'accès au marché. Donc, les positions européennes ont du mal à émerger. Maintenant, on voit bien qu'il y a deux philosophies en fait, qui s'opposent. C'est que d'un côté, vous avez les Américains qui subventionnent, et nous, on fait plutôt un relèvement de taxes avec notamment le mécanisme européen sur le carbone aux frontières. Merci beaucoup, Denis Ferrand, pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur nos réseaux sociaux, nos podcasts et bien sûr sur france24.com. Au revoir.